Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet des finances personnelles et de leur bonne gestion. Si jamais vous n'avez jamais entendu ce terme auparavant, eh bien je tiens tout de suite à vous rassurer, il ne s'agit pas d'un sujet très flou qui est destiné seulement à des experts en finance, en économie ou encore à une partie très aisée de la population. Mais non, les finances personnelles concernent en fait tout le monde et j'insiste bien là-dessus. Quand on commence à s'y intéresser un petit peu, on se rend compte que c'est vraiment bien dommage qu'on n'enseigne pas ces choses-là dès le plus jeune âge à l'école, car nous serons tous amenés à un moment de notre vie à devoir gérer de l'argent. Et ce ne sont pas des compétences qui sont innées, c'est pourquoi selon moi, il est essentiel de se pencher là-dessus le plus tôt possible dans sa vie. La définition des finances personnelles, c'est en fait tout ce qui se rapporte à la gestion et à la planification du patrimoine d'un individu au cours des différentes étapes de sa vie. Le but étant d'avoir un rapport qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus serein à son argent, de ne plus être endetté, de ne plus être à découvert et de pouvoir préparer les différents projets qu'on va avoir tout au long de sa vie. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les grandes étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez optimiser vos finances personnelles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la toute fin, je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de tenir tous ces objectifs sans flancher. Donc c'est parti! En premier point, vous devez faire l'état de vos comptes sur l'année. Quels sont vos revenus, vos dépenses? Est-ce que vous avez des emprunts? Quels sont vos actifs et vos passifs? Bref, à la fin de l'année, est-ce que vous avez gagné de l'argent et du patrimoine ou au contraire, est-ce que vous en avez perdu? C'est très important de poser tous vos chiffres sur papier en premier lieu pour avoir vraiment une vision d'ensemble de votre situation et peut-être vous faire un petit déclic, vous ouvrir les yeux sur certaines choses, notamment lorsque la gestion de votre argent n'a jusque-là jamais été un sujet intéressant pour vous. La deuxième étape par laquelle vous devez passer, c'est de définir vos objectifs à court, moyen et à long terme. Par exemple, acheter un appartement pour y vivre d'ici 5 ans, régler vos dettes, préparer les études de vos enfants ou encore faire un tour du monde. Et pour que chaque objectif soit concret, il faut y associer deux choses. Tout d'abord, une somme d'argent à laquelle cet objectif correspond, puis une date butoir. Le fait de garder tous ces éléments en tête, ça va vous permettre de construire et de garder une réelle motivation au cours du temps, de ne pas relâcher vos efforts. Et je suis très partisane de dire qu'il ne faut pas voir l'argent comme un but, mais bien un moyen d'atteindre vos objectifs. Ça ne sert à rien de se dire je veux absolument avoir, je sais pas moi, 100 000 euros sur votre compte en banque. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 100 000 euros sur un compte en banque si on s'en sert pas, s'il n'y a pas quelque chose qu'on veut faire derrière avec cet argent? C'est juste des chiffres et en fait c'est pas comme ça que vous allez être plus heureux. Vous allez être heureux quand vous réussirez à atteindre vos objectifs. Personnellement, j'ai une dizaine d'objectifs principaux dans ma vie. Je sais très bien ce que je veux accomplir au cours de ma vie qui sera longue, j'espère. Et je connais à peu près leur temporalité ainsi que la somme d'argent dont je vais avoir besoin. Donc par exemple, un de mes objectifs, c'est de faire un investissement à l'étranger d'ici 3 ans et je sais que pour ça, j'aurai besoin de 30 000 euros. La troisième étape, c'est de diminuer vos dépenses car ne pas vivre au-dessus de vos moyens et même vivre bien en deçà de vos moyens, c'est ce qui va vous permettre d'économiser un maximum. Vous allez pouvoir économiser beaucoup plus et même pouvoir avoir de l'argent de côté pour votre épargne et vos investissements. Faites le point sur toutes vos catégories de dépenses, que ce soit nourriture, logement, voiture, emprunt, abonnement, et regardez pour chaque catégorie s'il n'y a pas des endroits où vous pouvez gratter quelques euros par-ci par-là. Peut-être pouvez-vous diminuer votre budget shopping, négocier vos abonnements internet et téléphone et même mettre un terme à votre abonnement à la salle de sport à laquelle vous n'allez plus de toute façon depuis des mois parce que vous avez totalement lâché l'affaire et là je plaide coupable parce que c'est totalement mon cas. Et surtout là où vous pouvez faire un maximum d'économies parce que c'est souvent le poste de dépense le plus important au sein d'un ménage, c'est le logement. Et posez-vous vraiment la question, est-ce que actuellement vous êtes dans un logement qui a une taille adaptée par rapport à votre mode de vie, votre situation? Est-ce que vous pourriez pas en fait déménager, changer pour un logement qui est un peu plus petit, qui est toujours aussi adapté à vos besoins, mais qui du coup serait moins cher? Je vais vous donner un exemple très grossier. Une personne célibataire, sans enfant, sans loisirs, qui prend beaucoup de place, qui habiterait un T4 à 800 euros par mois. Est-ce qu'au final, cette personne-là n'aurait pas intérêt à déménager dans un T2 à 400 euros par mois ou un T3 à 600 euros par mois? Je donne des chiffres totalement au hasard. Mais du coup, si elle déménage, elle pourrait économiser 2 ou 400 euros par mois, ce qui est quand même énorme dans un budget à la fin du mois. Et toutes ces petites économies dont je vous parle, mine de rien, de 100 euros en 100 euros, de 10 euros en 10 euros, eh bien vous allez vraiment les sentir dans votre budget à la fin du mois où vous allez faire « Ouf !» En fait, c'est pas si compliqué que ça de pas être à découvert parce qu'on se rend pas forcément compte, mais on a tendance à laisser les choses traîner, on a tendance à laisser les dépenses, les abonnements faire effet boule de neige et à payer de plus en plus cher au fur et à mesure du temps. Là, vous allez voir vraiment à la fin du mois et ça va être très rapide parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très rapidement, genre maintenant faites-le.
et ben vous allez vous rendre compte que tout de suite vous allez pouvoir ne pas être à découvert déjà, donc vous allez éviter les frais bancaires qui sont associés au fait d'être à découvert et vous allez même pouvoir économiser. La quatrième étape, c'est de gagner plus d'argent. C'est quelque chose qui est vraiment optionnel, je dirais. Si vous avez un salaire qui est relativement confortable, même si j'aime pas trop le mot, par rapport à vos dépenses, toute proportion gardée, bien évidemment, le but c'est pas d'avoir un écart de 10 000 € entre son salaire et ses dépenses, mais si vous en sortez très bien comme ça, eh bien c'est pas forcément la peine de chercher à gagner plus d'argent. Par contre, si malgré le conseil que je vous ai donné juste avant pour économiser, vous avez du mal à vous en sortir tous les mois, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pourriez faire dans votre travail ou en dehors de votre travail pour gagner un petit peu plus. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce point-là tout simplement parce que comment gagner plus d'argent, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos ainsi que dans le petit i, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo tranquillement après celle-ci et vous verrez que là je vais vraiment développer point par point quelles sont pour moi les meilleures méthodes pour gagner de l'argent. Comme ça m'évite de me répéter et vous, ça vous fait une vidéo qui est moins lourde et moins longue à regarder. La cinquième étape, c'est d'épargner intelligemment votre argent en vous payant en premier. L'expression payez-vous en premier, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas attendre la fin du mois pour voir ce qu'il vous reste de côté à la fin du mois une fois que vous avez eu toutes vos dépenses pour mettre de côté. Il est en fait beaucoup plus efficace de mettre de l'argent de côté en début de mois. Dès que vous avez été payé, vous mettez une certaine somme de côté et puis le reste, vous vivez avec. Personnellement, je mixe les deux stratégies pour être encore plus efficace, c'est-à-dire que dès que je suis payée en début de mois, je mets une certaine somme de côté, une somme qui est importante parce que je sais que j'ai déjà réduit mes dépenses et tout ce qui va avec, mais non plus pas irréaliste pour pas manger du riz et des pâtes tout au long du mois, c'est pas le but, mais je mets une certaine somme de côté, je vis ma vie normale d'adulte et à la fin du mois, je regarde ce qui me reste sur mon compte en banque et s'il me reste encore un peu d'argent, eh bien je l'épargne à nouveau. Si vous avez du mal à vous représenter combien vous devriez épargner tous les mois, eh bien sachez qu'on a l'habitude de lire un peu partout sur internet que c'est bien d'économiser au moins 10% de son salaire. Donc si vous gagnez 1 500 €, eh bien vous devez économiser au moins 150 € par mois. Et vous devez faire ça tant que vous n'avez pas atteint votre épargne de sécurité. Donc qu'est-ce que c'est une épargne de sécurité? C'est un fonds d'argent qui est disponible à tout moment, donc la plupart du temps sur un livret A, comme ça vous pouvez faire un virement facilement de votre livret A vers votre compte en banque, votre compte de carte bleue, votre compte chèque, et où vous pouvez puiser en cas de pépin. Donc par exemple, si votre voiture vous lâche et que vous devez faire plein de réparations chez le garagiste, sereinement vous pouvez aller puiser dans cette épargne là. En faisant des recherches sur les finances personnelles, j'ai vu sur pas mal de sites qu'une bonne épargne de sécurité correspond à 6 mois de salaire, comme ça vous donne à peu près une idée de combien vous devez atteindre, mais ça c'est vraiment si vous avez juste votre salaire, donc si vous avez un coup dur, vous pouvez piocher dedans tranquillement. Par contre, si vous êtes dans une situation un petit peu plus complexe, où vous avez des enfants par exemple, où vous avez des biens immobiliers, eh bien il faut envisager d'avoir un peu plus d'épargne disponible pour pouvoir pallier au coup dur dans chaque catégorie de problèmes, on va dire. Et ensuite, si vous n'avez pas de projet à court ou moyen terme, eh bien tout l'argent qui dépasse cette enveloppe de sécurité, vous devez l'investir, le mettre sur d'autres supports que votre livret A, tout simplement parce que le taux du livret A est tellement bas actuellement par rapport à l'inflation que si vous laissez votre argent sur un livret A, eh bien il perd de la valeur. Et enfin, la sixième étape pour bien gérer vos finances personnelles, c'est investir. Je sais que c'est un sujet qui est pas du tout évident à appréhender quand on sait pas du tout par où commencer, mais je suis vraiment intimement convaincue que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, où la sécurité de l'emploi est mise à mal, notamment en ce moment, on est dans une période qui est assez floue, assez trouble, il ne faut juste pas se reposer sur son salaire seul et il est vital d'investir pour se créer des revenus complémentaires. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à investir, c'est le jour où je me suis rendu compte en fait que si demain j'ai plus mon emploi, j'ai plus mon salaire, j'aurai de sacrés problèmes et du coup j'ai pas envie de ressentir ce stress là et cette pression là et j'ai commencé comme ça à investir au fur et à mesure et à me créer un petit revenu complémentaire. Le but c'est pas forcément de vouloir remplacer la totalité de son salaire par autre chose, le but c'est pas forcément d'être rentier, c'est juste de se dire voilà, si demain je perds mon boulot, qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai un petit peu d'argent qui rentre grâce à mes investissements tous les mois et je sais que grâce à cet argent, je suis un petit peu moins en danger, je me sens plus en sécurité. Et n'ayez pas peur lorsque vous vous lancez dans l'investissement de commencer petit. Commencez par mettre 5%, 10% de votre salaire, ce qui est déjà vraiment pas mal dans un investissement. En parallèle, vous continuez à épargner toujours de l'argent au-delà de votre épargne de sécurité
Et peut-être qu'à un moment, au fur et à mesure de vos connaissances, de votre expérience, vous allez vous sentir plus en sécurité, plus en confiance avec ce que vous faites en investissement et vous allez commencer à vous autoriser à mettre un peu plus d'argent sur les investissements et un peu moins en épargne, toujours en maîtrisant le risque et toujours en ayant cette épargne de sécurité dont je vous ai parlé précédemment. Et il est très important de commencer à investir le plus tôt possible dans sa vie pour profiter des intérêts composés. Ce qui veut dire que l'argent que vous allez investir maintenant, eh bien, il va travailler pour vous pendant plusieurs années et sur le long terme, une fois que cet argent vous l'aurez investi, réinvesti, ça va faire effet boule de neige et vous allez dans 20 ans et peut-être même à votre retraite vous retrouver avec des sommes d'argent conséquentes qui vont vous permettre d'avoir une vraie rente. Le temps c'est un de vos meilleurs alliés et plus vous pouvez investir jeune et bien mieux c'est. Moi un de mes grands regrets de ma vie d'investisseuse c'est de me dire voilà j'ai commencé à m'intéresser à tout ça à 27 ans, aujourd'hui j'en ai 29 donc ça fait 2 ans que j'investis. C'est peu mais j'ai déjà fait pas mal de choses en 2 ans et je me dis mais si toutes ces connaissances là je les avais eues à 18 ans mais j'aurais fait les choses totalement différemment, j'aurais pris un boulot en étant étudiante, j'aurais économisé un maximum d'argent, j'aurais pas fait du shopping à gogo, j'aurais pas dépensé mon argent pareil. Mine de rien si j'avais commencé 18 ans j'aurais gagné 11 ans par rapport à maintenant, vous vous rendez compte? 11 ans d'argent placé sur des intérêts composés, sur des investissements, c'est énorme en fait, ça arrive à des sommes qui sont folles. Il existe en fait des dizaines de façons d'investir et je pense que ce n'est pas du tout mon rôle de vous dire que telle ou telle méthode est la plus adaptée, non, parce que en vérité ça dépend vraiment de votre situation personnelle et de vos objectifs, ces fameux objectifs dont je vous parlais au début. C'est pour ça que voilà, ce que je fais moi ne sera pas forcément adapté à ce que vous faites vous, donc il faut se poser les bonnes questions. On n'investit pas de la même manière lorsqu'on a 20 ans, qu'on n'a pas d'enfants et qu'on a un petit boulot que lorsqu'on a 50 ans, qu'on est marié et qu'on a 2 enfants qui sont à la fac. La seule chose que je constate c'est que dans tous les groupes où je suis inscrite de gens qui investissent, le placement préféré des Français, des gens la plupart du temps et le plus logique c'est l'assurance vie. C'est vraiment la première chose à laquelle les gens pensent la plupart du temps, en tout cas pour eux ou pour leurs enfants, donc je vous invite vraiment à faire des recherches de ce côté-là. Notamment sur internet vous pourrez trouver des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que vos banques traditionnelles peuvent vous proposer, notamment en ligne vous aurez beaucoup moins de frais, donc renseignez-vous, prenez le temps de faire des recherches. Et si jamais vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec le fait de faire les démarches vous-même, eh bien n'ayez pas peur de vous faire conseiller, de vous faire aider par un conseiller en gestion de patrimoine qui lui pourra vous orienter en fonction de vos objectifs, de votre situation. Et ensuite, une fois que vous aurez mis un premier pas dans le monde de l'investissement, par exemple avec l'assurance vie, mais ça peut être avec autre chose, il n'y a pas de règles prédéfinies, eh bien vous pourrez commencer à vous dire tiens, est-ce que je me mettrais pas à faire quelque chose d'un petit peu plus challengeant, comme l'immobilier, la bourse ou encore les prêts aux entreprises. Mais surtout, quoi que vous choisissiez, n'oubliez pas que la diversification, c'est vraiment votre meilleur allié et j'insiste bien sur ce point. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est ce que j'ai fait. À titre personnel, je suis diversifiée sur actuellement 7 catégories d'investissements différents. Donc ça peut sembler beaucoup, mais en fait, ça a été assez naturel pour moi et je sais aujourd'hui que si jamais il y a une catégorie dans laquelle ça se passe pas très bien, j'ai fait des mauvais choix ou la situation économique fait que ça marche pas super bien, eh bien j'ai les 6 autres qui vont pouvoir me générer des revenus et compenser un petit peu les pertes de la première catégorie. Et bien voilà, j'espère que tout ce que je viens de vous dire aura été instructif pour vous, que j'aurai pu démystifier certains points sur la gestion de votre argent et que maintenant vous aurez moins peur de vous intéresser à vos finances personnelles. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous êtes hyper motivé pour mettre tout ça en place dès aujourd'hui en commentaire, qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez adapter dans ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez des petits conseils pour aider les gens à gérer leurs finances personnelles. Comme promis, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner un conseil bonus qui est selon moi essentiel. Faites juste attention à essayer de ne pas aller trop vite et trop fort dans votre démarche. C'est vraiment super si vous arrivez à suivre la méthode que je vous ai présentée, je vous promets que vous aurez de beaux résultats. Mais vraiment n'oubliez pas de continuer à vous faire plaisir de temps en temps, de ne pas trop vous priver, notamment sur le fait de devoir épargner un maximum d'argent. Vraiment autorisez-vous de temps à autre de petites récompenses occasionnelles, avec modération bien évidemment, sinon ça ne sera pas tenable et vous risquez fortement de craquer. Alors je déteste les régimes mais je vais quand même faire le parallèle avec ça parce que je pense que c'est l'exemple le plus flagrant. Si vous êtes en surpoids, il est beaucoup plus sain d'envisager de perdre 1 kg par mois pendant un an pour arriver à 12 kg de perte que de vouloir à tout prix vous priver au maximum, ne plus manger, faire du sport tous les jours pour perdre 12 kg en un mois. On est d'accord que le deuxième cas il est pas tenable, vous allez juste péter un câble et tout abandonner et peut-être même par la suite faire des choix qui seront encore pires vis-à-vis de votre santé tellement vous aurez été frustré. Donc avec l'argent c'est vraiment pareil, tout pareil, allez-y à votre rythme.
Pas trop lentement, mais pas trop rapidement non plus, pour que comme ça devienne naturel et facile. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!